Un anniversaire inhabituel. Le matin du samedi 14 juin, nous étions en train de travailler au laboratoire. À 11 heures, nous sommes allés faire le tour des jardins potagers et avons joué au football avec quelques jeunes patients. Ensuite, nous leur avons parlé des stars du football argentin, qui sont aussi célèbres ici qu'à la maison, et l'inévitable sujet n'a pas tardé à venir sur le tapis. L'exode de beaucoup de nos meilleurs joueurs vers la Colombie. La discussion était si animée que le bateau a failli repartir sans nous. À bord, le directeur nous déclara, sans chercher à cacher son admiration: Vous connaissez aussi bien Joyce et Garcia Lorca que des léprologues comme Sousa Lima et Darmendra, ou des footballeurs comme Perdenera, Di Stefano et Labruna. Vous êtes des hommes de science, et ça ne vous empêche pas d'aimer jouer au football avec des jeunes. Mais je crois que ce que je préfère en vous, c'est que vous vous contrefichez de l'opinion que les autres peuvent se faire de vous. Pelao et moi avons échangé un clin d'œil et rougi comme des oies blanches. Dans la soirée, nous étions invités au dîner d'anniversaire préparé pour Ernesto par la femme du directeur. Ensuite, nous sommes allés à la cantine où devait se dérouler la fête en son honneur. En chemin, il m'a dit: Écoute, Mial, j'ai l'intention de ne danser que des tangos, mais entre la façon dont ces gens font de la musique et ma mauvaise oreille, je suis incapable de reconnaître les différents airs. Alors quand ce sera un tango, donne-moi un coup de pied sous la table. Quelle ne fut pas notre surprise en constatant que la cantine était déserte. Nous nous sommes assis. Quelques secondes plus tard, des coups furent frappés à la porte, et l'orchestre qui s'était caché en nous attendant a fait irruption dans la salle sur l'air de joyeux anniversaire, pendant que 10 ou 12 jeunes filles, infirmières et filles de salle, venaient faire cercle autour de nous. Chacune d'elles tira 24 fois sur l'oreille de Fusaire, et les plus audacieuses allaient jusqu'à l'embrasser. La glace était rompue. D'autres fêtards sont arrivés, et l'orchestre s'est mis à jouer un tango. J'ai donné un coup de pied à Fusaire, qui est aussitôt parti danser avec une jolie indienne. Les gens ont commencé à porter des toasts, et le pisco a coulé comme de l'eau. Vers minuit, le directeur a fait un discours et complimenté Fusaire. Ce dernier lui a répondu brièvement, mais, comme toujours, avec précision et profondeur. Il a loué l'esprit de recherche et le travail réalisé dans cet hôpital au cœur de la jungle, l'hospitalité et l'affection accordées à deux inconnus dont ils ne savaient rien, mais à qui ils avaient ouvert leurs portes et leur cœur. Des applaudissements nourris ont accueilli ces déclarations. Alors que la fête semblait sur le point de s'achever, une autre était en cours dans la zone résidentielle de la colonie. Nous nous sommes lancés à la conquête de ce nouveau site, chacun muni d'une bouteille de pisco ou d'eau-de-vie, les musiciens en tête de cortège. En nous voyant arriver, les autres ont fermé les portes de leur maison et ont éteint les lumières. L'orchestre s'est mis à jouer une valse qui parlait de bonheur et de longue vie. Les lumières se sont alors rallumées et les portes ouvertes. La fête pouvait continuer. À un moment donné, il y avait tant de monde en train de danser dans la maison sur pilotis qu'elle a commencé à vibrer. On aurait dit une de ces maisons de dessins animés qui bougent au rythme de la musique. Fusaire, bien sûr, était très courtisée, et nombre de filles se battaient pour lui voler une danse. L'une d'elles avait attiré son attention. Nous nous sommes conformés à notre plan. Si un tango était joué, je donnais un coup de pied à Ernesto, et tout se passait bien. Mais un imprévu est venu déranger notre plan. L'orchestre, après une pause, a interprété une mélodie brésilienne qui était la chanson préférée de la petite amie d'Ernesto, Chichina. En l'entendant, je me suis penché vers lui et lui ai glissé à l'oreille: Tu te souviens? Ce faisant, je lui ai malencontreusement tapé sur le pied. Aussitôt, Fuser s'est élancé sur la piste de danse avec la jolie indienne qui était restée assise dans un coin à l'observer. Avant que je puisse réagir, Pelao faisait danser son ami au rythme langoureux du tango, pendant qu'autour d'eux les autres couples se démenaient au rythme rapide d'un choro brésilien. Comprenant que quelque chose ne tournait pas rond, il s'est approché de ma table. Incapable de parler à cause de mon fou rire, j'ai tenté de lui expliquer par quelques signes que les autres dansaient beaucoup plus vite que lui. N'ayant pas saisi le message,
Il est retourné danser, marquant lourdement 1, 2, 3, 4, tournées. 1, 2, 3, 4, tournées. Nous n'avons rejoint nos lits qu'à l'aube, en sueur, épuisés, heureux. 3 heures plus tard, nous étions de nouveau debout. Nous voulions rendre visite à une tribu d'Indiens Yuagua. Les 10 ou 12 heures qui suivirent nous ont permis de vivre une expérience inoubliable. Le directeur de l'hôpital, qui est partant pour toutes les aventures, s'était arrangé avec l'un des infirmiers, fils de chef d'une petite tribu d'Indiens voisine, pour nous emmener à la chasse aux singes. Nous avons remonté la rivière sur près de 3 kilomètres. Laissant un groupe occupé à pêcher, nous sommes entrés dans les terres avec Roger, le docteur, et Thomas, l'infirmier. La forêt, qui n'est plus vierge depuis longtemps, mais demeure splendide, s'étendait droit devant nous. Les arbres gigantesques nous cachaient le ciel, reliés par des lianes suspendues. Le seul accès à la forêt était un petit sentier connu des seuls guides. Après quelques minutes de marche, nous sommes entrés dans le village. Le chef nous attendait, entouré par ses femmes et un nombre indéterminé d'enfants. Le plus petit d'entre eux, dans un élan de confiance émouvant, grappa aussitôt dans mes bras. Tous étaient vêtus de leur tenue traditionnelle en fibre de palme. La communauté vit dans une sorte de très grands abris où les femmes cuisinent pendant que les enfants jouent. Leur dortoir, où ils se retrouvent tous ensemble, parents, enfants, frères, sœurs, ressemble à un grand four sphérique construit en feuilles de palmier tressées avec une petite porte d'accès. Le tout est hermétiquement clos pour tenir à distance les moustiques. Nous avons rejoint, accompagnés du chef, le groupe de chasseurs qui s'apprêtait à partir. La forêt, si dense au début, se clairsemait petit à petit. Après environ 1 kilomètre, nous avons aperçu ce qui ressemblait à une cascade d'eau claire tombant du ciel. Thomas nous a expliqué qu'il s'agit d'une illusion d'optique provoquée par la lumière filtrant au travers des arbres ayant perdu leurs feuilles suite au passage des singes. Nous approchant de la zone lumineuse, nous avons vu qu'elle faisait comme une grande fenêtre de plusieurs kilomètres de long sur environ 5 mètres de large. Les branches des arbres avaient été complètement dénudées. Une fois sur place, on nous a demandé d'enduire notre visage et nos mains d'une mixture à base de graisse de singe et de roucou, afin de repousser les moustiques et de neutraliser notre odeur humaine qui risquait d'avertir les animaux de notre présence. Nous nous sommes accroupis à côté d'un groupe de femmes et d'enfants déjà assez grand. L'un des chasseurs, accroupi lui aussi, à une quinzaine de mètres de nous, tenait une sarbacane dans une main et une fléchette enduite de curare dans l'autre. Une demi-heure devait s'être écoulée dans l'attente quand nous avons perçu ce qui ressemblait à des aboiements de chiots. Nous nous sommes tous baissés encore plus. Je m'attendais à voir surgir les animaux dans la seconde, mais un temps long, très long s'est écoulé sans que rien ne se produise. L'attente s'est encore prolongée interminablement, peut-être pendant 3 quarts d'heure. Les cris de singes se faisaient de plus en plus audibles à chaque minute. Soudain, alors même que je croyais tous mes sens en éveil, j'ai été surpris par l'ombre de 2 singes assez imposants qui passaient au-dessus de nos têtes, immédiatement suivis par des centaines de singes de toute taille, mâles, femelles, beaucoup agrippant leurs bébés, se déplaçant bruyamment dans les frondaisons dépouillées de feuilles. Difficile de rester immobile dans ces conditions. Fussé et moi ne quittions pas des yeux le chasseur. Tous les singes étaient passés et personne n'avait bougé. 2 ou 3 minutes plus tard, un autre groupe de 8 singes passa, puis 4 autres. Quelques minutes plus tard, on n'entendait plus que les hurlements des singes au loin. Mais c'est alors qu'un singe isolé est apparu, assez gros, suivi de 3 autres. Lorsque le dernier du groupe passait au-dessus des broussailles où se tenait tapis l'Indien avec sa sarbacane, il a brusquement dégringolé comme un fruit mûr. L'une des femmes derrière nous s'est précipitée pour le prendre dans ses bras et le rapporter. Nous l'avons regardé, il était rigide, et seul le mouvement de ses yeux indiquait qu'il n'était pas mort, mais seulement paralysé par la fléchette empoisonnée. Je l'ai pris dans mes bras, et ai constaté avec stupeur qu'il était beaucoup plus lourd que sa taille ne le laissait imaginer. Ensuite, nous avons eu droit à des explications.
Il faut faire très attention à ne tuer que le dernier singe du groupe, car si les autres voient un des leurs se faire tuer, ils modifient leur itinéraire et il ne reste plus qu'à partir à la recherche d'un nouveau terrain de chasse. Petit à petit, d'autres chasseurs nous ont rejoints. En tout, 5 singes avaient été capturés. Nous sommes rentrés au village en portant chacun d'eux ligoté à une branche. On nous a proposé de rester pour partager le repas, ce que nous avons accepté. En attendant que tout soit prêt, nous sommes partis nous promener. Nous nous sommes essayés au tir à la sarbacane. Nous avons aussi vu un jardinet où les Indiens cultivent des petits piments semblables aux piments argentins les plus corsés. Le docteur Bresciani nous a expliqué que les piments étaient très présents dans l'alimentation des Indiens. Sur le plan biochimique, Fusser et moi avons conclu que cette grande consommation devait être liée à la richesse du piment en vitamine C. À notre retour au village, nous avons été accueillis par l'odeur de la viande grillée. Le chef nous a tendu une gourde remplie de mazzato, de l'alcool de manioc fermenté. Nous étions tellement soucieux de nous faire comprendre du chef et des autres chasseurs que nous ne nous sommes pas aperçus que le directeur et Thomas s'étaient éclipsés. Bientôt le repas commença. Nous nous sommes assis dans la hutte, devant de grandes feuilles de banane plantain en guise d'assiette. Elles ont bientôt été remplies de manioc et de bananes. Pendant que nous mangions, le directeur et Thomas sont réapparus avec un plateau contenant un singe rôti semblable à un nouveau-né. Fusser et moi nous nous sommes regardés. Apparemment, nous faisions les frais d'une plaisanterie. Prenant notre courage à deux mains, nous avons demandé à être servis sans plus attendre car nous mourions de faim. Dès la première bouchée, j'ai senti ma langue prendre feu. Je ne peux même pas dire que je connais la saveur de la viande de singe. Je n'ai senti que la brûlure atroce du piment. Avec une nourriture si épicée, nous avons bu beaucoup de mazzato, ce qui a donné à nos amis une bonne occasion de se payer à nouveau notre tête. Après avoir vidé 4 ou 5 gourdes, on m'a demandé si j'aimais cette boisson. Et comment ai-je répondu. Ça ne se voit pas. Et j'en avalai une autre gorgée. Tu veux venir voir comment on prépare le mazzato? J'ai acquiescé et suivi Thomas dans un endroit à l'écart. S'il n'était pas encore digne de l'enfer de Dante, le spectacle qui s'est offert à mes yeux était terrifiant. 5 ou 6 femmes assises autour d'une bassine plate, fumant ou discutant, les unes édentées, les autres aux dents parfaites, mâchonnaient des morceaux de manioc qu'elles finissaient par cracher dans la bassine. Et voilà, ton délicieux mazzato est prêt, commenta Thomas. J'ai senti mon estomac soulevé par un haut-le-cœur. L'apparence humaine du singe rôti, l'odeur âcre de la graisse dont nous avions enduit notre visage, et maintenant, cerise sur le gâteau, ces femmes crachant dans la bassine. Tout cela était trop rude pour mon système nerveux. Je me suis précipité dans la forêt pour vomir tout ce que j'avais mangé et bu. Peu après, mes forces recouvrées, nous sommes retournés près de l'embarcadère où nous avions laissé les autres pêcher. Ils commençaient à s'inquiéter de notre retard. De retour dans la colonie, nous sommes restés longtemps éveillés, à nous remémorer jusqu'aux petites heures du matin les détails de la chasse aux singes. Hier, mardi 17, Pelao a réalisé un autre de ses rêves, traverser l'Amazone à la nage. En dépit de nombreuses mises en garde contre les dangers de cette entreprise, les alligators et les piranhas, qui, comme nous le savons désormais, sont prompts à apparaître à la première goutte de sang, il a insisté. Pour ma part, j'ai préféré ne pas perdre mon temps à le dissuader. Je lui ai simplement fait promettre que, s'il venait à être blessé par une des centaines de branches ou de rondins charriés par le courant, il remonterait immédiatement à bord du canot. Nous nous sommes mis en route à 14 heures. À cet endroit, le fleuve est large de plus d'1 kilomètre, mais Ernesto a nagé dans le sens du courant et, à mi-parcours, il s'est tourné sur le dos et s'est laissé dériver pendant une dizaine de minutes. Puis, recommençant de nager, il a atteint la rive opposée à environ 5 kilomètres de la colonie. Pantelant,
Mais heureux, il a grimpé dans le canot, et nous sommes rentrés accompagnés d'un des docteurs de Roger, du beau-frère du directeur, et d'autres jeunes gens qui ne dissimulaient pas leur admiration pour le courage de Fusser. Le soir, une fête fut organisée pour saluer son exploit. L'organisateur de la soirée était un homosexuel mégalomane qui ne cessait de vanter les fêtes et les réceptions qu'il organise chez lui, ou des balades à cheval qu'il fait avec des médecins, des artistes et des membres du gouvernement. Le tout, bien sûr, directement sorti de son imagination. Sous prétexte qu'il avait organisé la soirée, il nous a servi un interminable discours, à la fois satisfait et grossier, sans prêter attention aux nombreuses tentatives de l'interrompre. Il nous a expliqué ainsi que tous les convives, hormis le directeur et nous-mêmes, étaient de pauvres ignares dénués de savoir-vivre qui profitaient de la présence dans la colonie de gens éduqués pour améliorer leur vie médiocre. Enfin, son discours s'est achevé et nous avons pu porter les inévitables toasts. Mon estomac ne s'étant pas encore remis de notre excursion de dimanche, j'ai à peine touché un verre. Nous n'avons pas tardé à nous mettre au lit. Voici donc mon résumé des 10 premiers jours passés à la léproserie de San Pablo. Comme je l'ai dit en débutant ces notes, de nouvelles pluies torrentielles se sont abattues sur nous aujourd'hui. Aussi avons-nous consacré la journée à mettre au point un nouveau plan. Le voyage jusqu'à Laetitia, en radeau. Nous avons l'intention de le fabriquer à partir de la carcasse d'un immense radeau utilisé pour transporter le bétail jusqu'ici. Alfaro et Chavez, deux employés de la colonie, nous aident à le remettre en état. Il est constitué de 12 troncs de balsa, un arbre de la région dont le bois à faible densité flotte très bien, attachés par des lianes. Il mesure environ 3 mètres de long sur 7 de large. Au centre, un petit abri recouvert de feuilles de palmier appelé tambo, dans l'argot des pêcheurs du coin. Le tout à fière allure. Nous sommes ravis à l'idée de ce voyage sur l'Amazone, rendu possible au prix de grands efforts. Léproserie de San Pablo, 19 juin 1952. Comme il n'y a pas de visite le jeudi, nous sommes partis pêcher en groupe. Nous avons emporté tout l'équipement nécessaire, y compris un filet, mais aussi un peu d'argent pour attraper des fruits. Au final, nous avons pris 20 gros poissons, notamment 3 marapates et des gaminotes. Ce sont des poissons énormes, pesant chacun plus de 5 kilos. Nous avons aussi pêché de gigantesques sardines, et cette sorte de dorade qu'on appelle par ici sardine dorée. Nous nous sommes arrêtés dans plusieurs fermes pour acheter et manger une douzaine de papayes. Vers midi, nous avons croisé par hasard un imposant zungaro flottant presque en surface. Thomas, l'infirmier, qui sous une mince couche de civilisation cache un sang pur d'Indien Yagua, a attrapé un harpon, coupé le moteur et ramé vers le poisson. Il m'a évidemment rappelé l'Indien que nous avons observé quelques jours plus tôt. Sans ses vêtements, il aurait pu être son frère jumeau. Il s'est approché à 5 mètres environ, et, quand le poisson a fait mine de s'enfuir, Thomas a lancé le harpon avec une telle adresse qu'il s'est planté au beau milieu de l'animal. Malheureusement, le harpon n'étant pas équipé de balises, le zungaro est allé se cacher parmi les roseaux au bord du fleuve. À peine quelques secondes plus tard, les cieux se sont ouverts, et sous l'effet d'un vent violent, des vagues se sont formées comme si nous étions en haute mer. Roger, que l'exploit d'Ernesto avait quelque peu agacé, voulait atteindre l'autre rive à la nage pour montrer son courage. Mais quand le bateau a commencé à tournoyer et à se remplir d'eau, il a pris peur et est retourné sur la berge d'où nous étions partis. Nous n'avons pu nous empêcher de nous moquer gentiment de ce fanfaron, car l'expression de frayeur qui se dessinait sur son visage avait été autant au rire qu'à la compassion. Le vent s'étant apaisé, nous avons traversé le fleuve et débarqué sur la terre ferme. Le poisson a été grillé, et nous avons occupé le reste de la journée à regarder tomber la pluie, en évoquant ce que nous avons vécu depuis que nous sommes à San Pablo.